60 milliards de dollars envolés, des milliers de vies brisées, comment Enron a-t-elle pu tromper le monde entier? Je vous dévoile l'ascension, la fraude, la chute, les leçons à retenir pour ne pas vous faire avoir. C'est l'histoire d'une faillite spectaculaire. Celle de la 7e entreprise américaine en termes de capitalisation boursière en 2000. Une firme qui en quelques mois à peine est passée du sommet de Wall Street à la ruine totale. Cette entreprise, c'est Enron. Si son effondrement a tant marqué les esprits, c'est parce qu'il a mis en lumière l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Une fraude systémique, une manipulation comptable d'envergure, un séisme qui a ébranlé la finance mondiale. Retour en 1985, où Enron naît de la fusion de deux entreprises du secteur du gaz. Sous l'impulsion de son PDG, Kenneth Lay, Enron s'oriente vers un nouveau marché, le trading d'énergie. Grâce à la déréglementation des marchés de l'électricité et du gaz, Enron se lance dans la vente de produits dérivés énergétiques et les télécommunications. En 1999, elle ouvre sa plateforme de trading en ligne, Enron Online. Et là, c'est la folie. Les chiffres donnent le vertige. Un chiffre d'affaires qui passe de 10 milliards à 100 milliards en 5 ans. Une capitalisation qui grimpe de 90% par an et une reconnaissance prestigieuse. Le journal Fortune a élu Enron entreprise la plus innovante 6 années de suite. Tout semble parfait. Trop parfait peut-être. Alors que tout le monde encense Enron, Bethany McLean, journaliste chez Fortune, pose la question qui fâche. Comment Enron gagne-t-elle réellement de l'argent? Elle qualifie l'entreprise de boîte noire, opaque, impossible à auditer. En réponse, flou, silence, confusion. Mais personne ne l'écoute. 13 analystes sur 18 recommandent encore l'achat de cette action. Et pendant ce temps-là, Kenneth Lay, bien installé à la Maison-Blanche en tant que conseiller, puisque Enron a financé une partie de la campagne de George W. Bush. En réalité, Enron ne gagne pas son argent de manière classique. Elle le fabrique sur le papier. Et cela grâce à 4 techniques de fraude. La méthode mark-to-market qui leur a permis de gonfler leurs résultats. Les sociétés écrans qui ont été utilisées pour truquer les bilans. La manipulation de marché pour créer des profits artificiels. Et bien évidemment, la complicité d'audit qui ont rendu les contrôles inefficaces. Parmi ces 4 techniques, Enron en a surtout privilégié 2. Premièrement, le mark-to-market, qui est une méthode autorisée bizarrement par la SEC. Pour votre information, puisque je ne le savais pas non plus il y a quelques années, la SEC, c'est la haute autorité de régulation des marchés financiers américains. Si tout comme moi, vous êtes fan de la série Suits, vous savez de quoi je parle. Cette petite technique leur permettait de ne pas valoriser les contrats selon leur réalité, mais bien selon un profit futur estimé. Prenons un exemple. Enron signe un contrat de vidéo à la demande. Plutôt que d'attendre les revenus réels, elle inscrit dès le départ tous les profits anticipés dans les comptes. Résultat, des milliards de bénéfices fictifs. Deuxième méthode, les sociétés écrans. Enron en crée des centaines. Objectif, y transférer ses dettes et ses actifs toxiques. Ces sociétés écrans, il fallait bien les financer. Et évidemment, c'est les banques qui ont accepté. Mais comment ont-elles pu valider ce montage? Facile, puisque Enron donnait en guise de garantie des actions. Et comme la capitalisation était monumentale, puisque truquée, les banquiers ont dit « OK ». Mais tout reposait alors sur un château de cartes. Et quand le projet tourne mal, facile, on le fait disparaître. Mais surtout, maintenir l'illusion d'une entreprise en pleine forme. Début 2000, la bulle Internet explose. Et Enron, en première ligne sur les nouvelles technologies de l'information, s'effondre. Le masque tombe. 2001, les résultats en baisse. Démission en série. Début des enquêtes, la SEC découvre la supercherie. C'est l'effet domino. Le marché panique, l'action s'effondre, les garanties données par les sociétés écrans, les SPV, ne valent plus rien. Enron ne peut plus rembourser ses dettes. Décembre 2001, faillite. Ce ne sont pas moins de 29 dirigeants soupçonnés de délit d'initié. Pire, le directeur financier gérait des centaines d'entités frauduleuses. Kenneth Lay, le dirigeant d'Enron, a vendu pour 300 millions de dollars d'actions et il a incité ses propres salariés à en acheter. Son repreneur, Jeffrey Skilling, lui, en a vendu pour 200 millions. Enron laisse derrière elle 74 milliards de dollars perdus par les actionnaires. 27 000 salariés licenciés, pour la plupart ruinés. Et des dizaines de dirigeants poursuivis. Et que dire des complices extérieurs? La SEC qui a fait l'aveugle, les agences de notation qui notaient Enron AAA jusqu'à la veille de la faillite, les banques d'investissement qui ont alimenté la machine contre des millions de dollars de commissions, le cabinet d'Arthur Andersen qui a détruit des documents et par conséquent a perdu toute crédibilité et s'est effondré en même temps qu'Enron. En réponse à ce scandale, le Congrès américain adopte en 2002 la Sarbanes-Oxley Act. Objectif de cette loi, restaurer la confiance.
L'histoire d'Enron est celle des dérives d'un capitalisme sans garde-fou, parce que ce scandale ne fut pas un accident, mais le produit logique d'un système où l'opacité, la cupidité et la complaisance peuvent tout faire s'effondrer. Et vous, quel scandale financier récent vous fait le plus peur? Dites-le nous en commentaire. Il se pourrait bien que nous le traitions prochainement sur la chaîne. Enron nous pose une question essentielle. Et si finalement, les marchés n'étaient pas si rationnels? Un modèle où l'obsession de la croissance prend le pas sur la réalité, où les dirigeants sont incités à privilégier le cours de l'action à la réalité de la santé financière de leur entreprise. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.